Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de parler d'Apple, de Google et de Meta qui semblent tous se mettre en ordre de bataille contre un ralentissement économique. Et ensuite dans la deuxième partie, je vais revenir sur l'événement AI Day de Tesla qui a eu lieu. Et en fait c'est un sujet qui me tient assez à cœur car c'est très technique et c'est axé sur l'industrie et ça fait partie de ma formation de base et donc c'est un milieu que j'ai toujours aimé et je voulais aussi un petit peu vous parler ainsi de cet événement. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé un mind map qui va nous permettre un petit peu de faire une suite logique dans la vidéo. Donc tout d'abord, Apple, je vous ai résumé ici les grandes lignes. Ils ont abandonné leur plan d'augmentation de la production sur l'iPhone, et ça a été une assez mauvaise nouvelle qui d'ailleurs a fait dégringoler l'action en bourse, et on va voir les impacts juste après. Ils ont une demande plus faible sur l'iPhone 14, par contre, ils ont une très bonne demande sur l'iPhone 14 Pro, et je crois qu'il y a aussi le Max. Je connais pas trop les iPhones, j'en ai pas personnellement, mais bon, je connais quand même un petit peu leurs produits vu que je suis actionnaire. Alors, rien d'étonnant pour moi, c'est-à-dire qu'une personne qui a un iPhone 13, pourquoi passer au 14, alors qu'à l'inverse, autant si on a un iPhone 13 ou un 13 Pro, quand on passe sur le Pro, on a vraiment les toutes dernières technologies qu'ils ont mis dessus, donc je suis pas étonné. Et historiquement, si vous regardez, à vrai dire, très souvent, ce sont les plus haut de gamme de chez Apple qui se vendent, parce que de toute façon, si vous mettez déjà peut-être 1000 euros, je sais pas combien il coûte, 1100 je crois, il coûte pour le moins cher, si vous mettez 1100 euros sur un iPhone, et ben clairement, vous êtes plus à 100 ou 200 euros près, puisque vous avez déjà, enfin, vous êtes déjà dans une catégorie socio-professionnelle assez haute et vous pouvez payer ce genre de produit. Donc clairement, on voit que Apple est en train d'anticiper le fait qu'ils savent que leurs ventes vont ralentir, peut-être pas baisser et encore on verra. Et clairement, voilà, c'est pour ça qu'ils ont abandonné les plans d'augmentation de production. Je pense qu'ils sont en train de se préparer effectivement à moins investir sur des nouveaux outils pour créer plus d'iPhone, pour en fabriquer plus dans des usines, puisqu'ils voient un ralentissement économique et les autres entreprises, comme on va le voir après, le voient aussi. Le dernier point dont je voulais vous parler sur Apple, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une énorme capitalisation, c'est la plus grosse entreprise du monde, et clairement, ils font bouger le marché. Et comme ils ont dégringolé ces jours-ci, eh ben, ça n'a pas du tout aidé le marché à tenir. Et d'ailleurs, on a fait un nouveau point bas depuis le début de l'année, et on a cassé une résistance dont je vous avais parlé. Donc là, si on va sur le Nasdaq, on voit qu'effectivement, on a cassé cette résistance qui était en fait le point bas qu'on avait fait, donc le point le plus bas depuis le début de l'année. Et on a fait la même chose sur le S&P 500. Vous voyez qu'on est aussi descendu en dessous. Et je vous avais dit à l'époque que justement, autant je m'étais refait du cash clairement en juillet et août, j'avais bien mis de côté. Là, j'ai commencé à racheter la baisse doucement. Et je vous ai dit dans une des dernières vidéos que si on venait à casser ces niveaux et qu'on pouvait aller encore bien plus bas, ben là, j'avais clairement réaccéléré sur mes actions individuelles, évidemment. Sur les ETF, je DCA le même montant quoi qu'il arrive chaque mois. Mais sur mes actions individuelles, ça me permet de pouvoir insister sur la grosse tech. Et d'ailleurs, si on prend Apple, on voit qu'ils ont clairement très corrigé. Alors, on est encore extrêmement loin de mon coût de revient qui, vous le voyez ici, à 76 dollars. Donc je suis encore en hausse sur ma position de plus de 80%, on va dire. Mais clairement, si Apple venait à vraiment dégringoler, ce qui n'est pas du tout certain, eh ben, je pourrais peut-être en reprendre. Mais comme je vous en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, actuellement je trouve l'entreprise quand même assez chère par rapport à d'autres entreprises comme Google, dont on va parler d'ailleurs maintenant. Donc pour Google, clairement, le patron, donc le CEO Sundar Pichai, il a demandé de serrer la vis sur les dépenses. Et tout simplement pourquoi? Ben parce que lui aussi, il voit des ralentissements économiques. On en a déjà parlé notamment sur YouTube et même sur Google Ads, sur leurs outils en gros de publicité, eh ben, on a des qui baissent, on a des revenus qui baissent sur les publicités. Moi, je le vois clairement sur YouTube, donc ils le voient aussi. Ils sont en train d'économiser. Pareil, arrêt de Stadia. Stadia, c'était leur système de jeux vidéo dématérialisé, enfin pas dématérialisé, mais dans le cloud. Et pareil, ils arrêtent pour des raisons d'économie. Donc clairement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour moi? Eh ben, ils sont en train de se protéger contre une potentielle récession et que des baisses de revenus qui commencent déjà à apparaître, on en a parlé donc voilà, sur les publicités. Et leur objectif, eh ben, ça va être de maintenir les marges et de se concentrer sur les projets rentables. Il faut aussi savoir que Google ne paye pas de dividendes, mais ils ont un fort rachat d'actions. Et ainsi, c'est extrêmement intéressant pour eux de maintenir leur marge et leur net profit, tout simplement parce qu'ils vont pouvoir continuer ces programmes de buyback en temps de récession et surtout en temps de baisse de l'action, ce qui va faire encore plus de retour sur investissement pour les actionnaires. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'ils fassent ça, et honnêtement, je continue à acheter l'action Google comme vous le savez, et a priori, je ne vais pas arrêter parce que l'entreprise, en plus, ça me prouve qu'elle est plutôt bien gérée. Certes, il va y avoir des difficultés, mais pour moi, ils mettent en place les bonnes actions. Très bien, je vous propose maintenant de passer à Meta, anciennement Facebook. Donc, Meta, ce qu'ils ont eu avant tout, c'est que dans un Q&A sur une réunion qu'ils ont eue, donc une question et réponse, ils ont parlé de l'arrêt des embauches et ils lancent une réorganisation en interne pour réduire les coûts et se concentrer sur les priorités. Donc clairement, exactement comme Google, ils ont souffert
des publicités, qu'il y a moins de revenus en ce moment. Ils souffrent aussi des changements de règles sur les iPhones où ils ont beaucoup plus de difficultés qu'avant à traquer et donc les publicités sont moins rentables pour les entreprises qui payent pour faire de la pub et donc pour Facebook aussi a fortiori. Et donc j'y vois deux choses. Clairement, tout d'abord, comme les autres entreprises, le maintien des marges, c'est extrêmement important puisque si vos marges baissent, vos price to earning ratio, donc les PI ou les PER en français, eh ben, ils vont exploser puisque les revenus nets vont baisser. Donc c'est super important pour protéger l'action, l'entreprise. Et puis aussi c'est important de maintenir des grosses marges puisqu'on a une meilleure capacité à surfinancer le flux de trésorerie disponible ou le free cash flow. Donc voilà, hyper important. Et ils se préparent clairement à des temps difficiles. On sait qu'ils sont en train d'investir massivement dans des nouvelles technologies dans lesquelles ils croient. Et donc forcément, en temps de récession et en plus en temps de fort investissement, on n'a pas le choix, on ralentit les embauches. Très bien, passons maintenant au Tesla AI Day. Donc ça a eu lieu vendredi. En fait, c'est un événement dans lequel ils ont parlé de toutes leurs technologies d'intelligence artificielle et aussi de robotique. Sachez que c'est un sujet assez technique, je vais quand même pas rentrer trop dans la technique, mais voilà, c'est un sujet qui me passionne et donc quand une entreprise fait de telles présentations et c'est vraiment d'innover, et ben, autant en parler parce que moi personnellement je trouve que c'est vraiment plaisant d'avoir des entreprises qui essaient de faire des nouvelles choses. Donc l'événement était concentré autour de deux choses, ce robot humanoïde qu'ils sont en train d'essayer de développer, et puis après tout ce qui est autopilote pardon, conduite autonome. Donc tout d'abord la robotique, il y a un an, donc ils avaient eu ce concept qui ne fonctionnait pas. Aujourd'hui ils ont un concept qui fonctionne, si vous allez voir la vidéo, il marche à peu près, rien d'exceptionnel, mais en même temps ça fait qu'un an qu'ils le développent, et on va voir un petit peu aussi pourquoi ils ne cherchent pas du tout à faire un robot rapide qui court, etc., mais bien au contraire un robot efficace. Et donc là on voit le plan qu'ils ont de la prochaine génération de robots. Mais donc voilà, je trouve déjà que c'est impressionnant qu'en un an, il soit passé d'une photo à un concept qui bouge et qui marche par lui-même et qui est capable de faire des mouvements. Donc honnêtement, d'un point de vue technique, déjà, c'est quand même un sacré challenge en moins d'un an. Ça veut dire qu'en interne, il doit avoir des boucles d'essais et de feedback extrêmement rapides, puisque dans l'industrie, si vous êtes dans des grosses entreprises très lentes, clairement, un an, c'est le délai pour lancer le projet, avoir les premiers prototypes, et en général, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, j'ose même pas imaginer le nombre de prototypes qu'ils ont construits très rapidement en interne pour faire du trial and error, donc de l'essai et puis des échecs pour pouvoir accélérer rapidement. C'est aussi ce qu'ils font chez SpaceX. Donc voilà, honnêtement, impressionnant. Ensuite, donc, ils ont précisé quels étaient leurs principaux objectifs que je vous ai résumés ici, puisque la conférence était assez longue et donc j'ai pris quelques notes. Donc voilà, comme je vous le disais, d'un point de vue des performances, c'est pas impressionnant. Vous avez Boston Dynamics qui fait des robots qui dansent, qui sautent, qui bougent, qui courent, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils cherchent à faire, encore une fois, ils l'ont précisé. Eux, ils se concentrent sur une intelligence embarquée, donc ils veulent pas un robot qui soit juste programmé à faire une course en rond, à faire une danse, mais qui puisse rien faire d'autre. Ils cherchent vraiment à avoir un robot qui soit au moins partiellement autonome, voire complètement autonome sur des tâches simples. Ensuite, ils veulent, et ça c'est hyper important, une facilité à le fabriquer en masse. Leur objectif, c'est pas de sortir des robots à 100 000 $ qui vont vendre rarement et ils vont en vendre 15, 20 par an. Leur objectif, c'est faire des robots, ils annoncent 20 000 $, ils vont certainement pas le tenir comme à chaque fois, mais ils veulent faire des robots qui soient tout à fait accessibles pour du business to business, pour mettre sur des lignes de production, et ils veulent fabriquer en masse. Donc ils veulent fabriquer des centaines par mois, certainement même des milliers. Donc voilà, gros volume. Autre objectif, faible coût. Et ben, pour le faible coût, on va le voir après un petit peu techniquement comment ils font, mais ils sont en train de faire, comme sur les véhicules de Tesla, des systèmes standardisés, donc il n'y aura pas 50 modèles disponibles, réutiliser des technologies, faire des pièces avec peu de soudure, des pièces qui sont vraiment conçues, injectées par exemple dans de l'aluminium, et ensuite de la fiabilité, donc encore une fois de la fiabilité, ils utilisent des technologies très basiques, ils ne sont pas allés chercher les derniers moteurs haut de gamme, etc. Ils n'ont pas cherché à faire le robot le plus fin possible, ils utilisent du fiable, des choses qui fonctionnent, qui coûtent pas cher, qui sont disponibles sur le marché. Donc clairement, moi ce que j'ai déduit de cette présentation, c'est qu'ils veulent faire un produit qui est dédié à l'industrie, à la productivité. C'est pas un jouet, c'est quelque chose qui va être pour du B2B, donc business à business, on va vendre à d'autres entreprises et c'est clairement pas pour vendre à un particulier, pour s'amuser, comme j'avais vu Boston Dynamics qui avait fait un petit chien animé, un robot qui en fait suivait le propriétaire et on pouvait l'acheter en tant que particulier. C'est pas du tout leur objectif. Ils vont pas chercher à faire différents produits, ils veulent faire un produit qui sera capable de faire de nombreuses tâches de façon répétitive pour tout simplement soulager les êtres humains, car honnêtement, faire des tâches répétitives, c'est pas quelque chose de très plaisant pour n'importe quel travailleur, et je pense que toute personne peut être formée à faire des tâches beaucoup plus intéressantes et épanouissantes, et si on peut éliminer ces métiers qui au final n'ont pas grand intérêt, et sachant qu'il y a des métiers que tout le monde pourrait être formé pour faire, qui je pense seraient un petit peu plus
voilà, épanouissant, moi je vois pas de mauvaise chose là-dedans. Alors il y a les débats sur ça va prendre des emplois, etc. Mais encore une fois, je pense que si c'est fait intelligemment et qu'il y a de la formation pour arriver à des métiers qui sont plus épanouissants, je me répète, je suis désolé, mais pour moi c'est une bonne chose et c'est une bonne avancée. Encore une fois, c'est que ma vision, chacun aura son propre avis, je le respecte. Donc maintenant, on va regarder quelques photos techniques et je vous parlerai juste à la fin de l'impact de ce nouveau business model, puisque clairement c'est une nouvelle branche de business pour Tesla, et je vous parlerai de l'impact sur l'analyse de l'action, puisque moi-même je suis actionnaire. Donc tout d'abord les performances, on voit que voilà, ça va être assez léger, 73 kg, en position assise ou donc en position fixe, par exemple sur une ligne de fabrication dans une usine, on va être sur une puissance de 100 watts, donc on va faire du 100 Wh, ce qui clairement est très faible, et avec une batterie d'un peu plus de 2 kW comme ils l'ont annoncé, on va être sur un robot qui, sur une position basique, va pouvoir fonctionner pendant de très longues heures, peut-être même au moins une journée, sur des tâches simples, puisque voilà, si on a du 2,3 kWh, ça va faire du 23 heures de fonctionnement théorique. Évidemment, en pratique, ce sera peut-être un petit peu moins, ils ne sont pas là non plus pour vous vendre le plus mauvais, ils essaient de vous montrer des bons chiffres, mais clairement, c'est logique que sur une position assise, on puisse consommer assez peu, et au pire, vous pouvez très bien brancher le robot s'il ne bouge pas. Et ensuite, on voit que sur du déplacement, on sera beaucoup plus élevé en consommation, et donc là, clairement, il faudra recharger plus rapide, plus souvent le robot, et là, on peut très bien penser à des tâches, comme par exemple un opérateur qui met des produits dans des cartons, qui doit aller chercher des caisses, les amener, les vider, les re-remplir, aller chercher des outils, etc. Donc voilà, un petit peu plus de consommation, mais dans tous les cas, on vise vraiment des tâches répétitives ou des tâches dans des milieux dangereux, dans les usines, etc. Et on ne cherche pas du tout à faire un robot qui va être capable d'aller courir avec vous, d'aller balader le chien à votre place, par exemple. Voilà, c'est des exemples qui me sortent de la tête, mais voilà, vraiment, c'est vraiment l'idée qu'ils ont derrière. Et enfin, ils nous parlent des degrés de liberté du robot, donc voilà, bon, vous lirez si ça vous intéresse. Ensuite, donc voilà, la structure pour la production de masse, ça je l'ai trouvé extrêmement intéressant. En fait, si vous regardez, notamment par exemple les jambes, on voit qu'on est sur, a priori, des injections, je pense, d'aluminium. Donc on est sur des pièces qui vont pouvoir être fabriquées en masse facilement. Il n'y a pas de soudure, on envoie sur une grosse presse de l'aluminium en fusion, on sort les pièces. De la même façon, on voit qu'au niveau des motorisations, on est sur des choses assez basiques. On va avoir un petit peu de mécano-soudé qui va permettre de lier les articulations entre elles, donc un petit peu de sur-mesure. Et après, ça va être que des composants basiques. On voit ici le pack de batterie. Encore une fois, on est sur du stamping. On voit une pièce en aluminium a priori, ou d'ailleurs peut-être en acier inox, je pense que c'est de l'alu, ce sera plus léger, qui est stampé à chaud ou à froid, peu importe, estampage ou matrissage. On met le pack de batterie, on verrouille avec deux vis, un petit coup de joint au robot et c'est fini. Donc extrêmement facile à produire, a priori assez peu d'intervention humaine, peut-être au niveau des liaisons, mettre quelques vis, etc. Mais donc voilà. On voit que c'est conçu pour de la production de masse, ce n'est pas du sur-mesure, vous n'avez pas des petits fils qui se baladent de partout. Je pense qu'on est certainement que sur de la communication, donc on n'a pas des fils de commande 12 volts comme on pourrait l'avoir pour allumer des moteurs. On est certainement avec un cerveau central et toutes les informations qui sont envoyées en numérique à travers des bandes, à travers simplement des flat bands, je ne sais pas comment on l'appelle ça en français, mais bon, vous aurez compris, désolé, l'ingénierie d'ailleurs au boulot je le fais qu'en anglais, donc j'ai pas toujours le vocabulaire en français, mais donc voilà, clairement, quelque chose d'assez simple et encore une fois extrêmement intéressant pour produire en masse parce que ça devrait coûter beaucoup moins cher que du robot sur mesure. Ensuite, ils ont parlé beaucoup de leur système autopilote et je vous en parle parce que c'est un petit peu aussi lié à cette robotique, mais on va pas non plus parler de l'autopilote des voitures, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc en fait, le point que je retiendrai par contre qui était intéressant pour moi, c'est qu'ils parlent de leur super ordinateur Dojo qui est en fait tout simplement des énormes circuits imprimés, des composants électroniques qui permettent de faire pour l'instant du training. Donc en fait, ils entraînent leur système de conduite et de vision et de création en 3D, comme on le voit ici de la vision, sur des systèmes informatiques qu'ils ont développés en interne, et ça leur permet de faire énormément d'itérations par rapport à par rapport à aller faire rouler des véhicules à l'extérieur et ensuite de récupérer les données. Évidemment, ils le font aussi, mais donc ils ont ces supercomputers, ces super ordinateurs qui permettent de calculer en interne et rapidement leurs nouveaux algorithmes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils précisaient qu'en fait, dans le futur, eh bien, ils pourraient très bien venir à vendre ces ordinateurs, tout simplement pour mettre dans des serveurs. Et ils parlaient par exemple du marché d'AWS, mais on peut aussi penser au service de Google Cloud. Donc de façon générale, en fait, cette technologie des microprocesseurs ou tout simplement des circuits imprimés, en fait, ce que font Nvidia, ce que font AMD, ce que font Intel, etc., eh ben, ils pensent peut-être dans le futur, pourquoi pas l'utiliser aussi comme un nouveau produit. Ce n'est pas encore fait, je pense qu'ils ont déjà assez de travail en interne, mais je trouvais ça assez intéressant. Et donc l'image que je voulais vous montrer en dessous, en fait, c'est simplement
qui vont réinstaller leur système de vision et de modélisation en 3D qu'ils utilisent déjà dans les véhicules, mais pour le robot. Et c'est pour ça que, en théorie, encore une fois, ça fonctionne pas encore, mais l'objectif c'est que le robot puisse se déplacer en 3D et, comme je vous le disais, ne soit pas programmé pour aller à tel endroit faire telle tâche, mais qu'il puisse avoir une certaine autonomie, à ne pas percuter une personne, à ne pas mettre une personne en danger. Et d'ailleurs, il y a un an, ils avaient bien précisé que le robot serait très lent, qu'il n'aurait pas beaucoup de force et que n'importe quel être humain serait capable de le faire tomber ou de le neutraliser. Mais voilà, je trouve ça intéressant qu'ils prennent déjà en compte cette idée de être au courant de son environnement, pouvoir protéger les personnes autour de nous, ne pas rentrer en contact, tout simplement avoir une vision un peu plus développée que tout simplement une ligne de programme qui vous dit marcher de 3 pas X et de 5 pas sur Y pour aller faire telle tâche. Donc honnêtement, je trouve ça assez intelligent. Encore une fois, on ne sait pas si ça va fonctionner, c'est ce dont je vais vous parler de suite. Donc voilà, clairement, sur le long terme, ça peut impacter le business de façon positive. Pour Tesla, ça peut clairement être considéré comme un nouveau business, une nouvelle ligne de produits qui pourrait vendre. Cependant, voilà, sur le court terme, moi, ça ne va pas du tout impacter mon analyse. Je ne veux pas encore le faire rentrer dans mes chiffres, de la même façon que je n'ai pas fait rentrer Autopilote dans mes chiffres en mode robot taxi dont on peut entendre parler, puisqu'ils ne l'ont pas prouvé. Ils n'ont pas prouvé que ça fonctionne. Donc je veux rester conservateur. Pour l'instant, mes chiffres Tesla, c'est sur la vente de véhicules, puisque ça fonctionne. Ils font des véhicules, ils les vendent. Cependant, ben, j'attends de voir une forte avancée sur le projet et surtout des utilisations concrètes avant de l'intégrer dans mes chiffres. Et clairement, ben, j'hésiterai pas à le prendre dans mon business case, dans mes chiffres, dans mon analyse, si ça fonctionne dans le futur de la même façon pour l'autopilote. Mais dans tous les cas, et je voudrais conclure là-dessus, ben, en fait, quoi qu'il arrive, ben, j'adore la vision et la mentalité des entreprises qui cherchent tout le temps à innover et créer de nouvelles choses. On peut penser évidemment aux grosses entreprises de la tech, mais même à des plus petites entreprises, pardon, je me reprends, qui vraiment essaient d'innover. Moi, ça me passionne de voir ce genre de business et je suis content d'investir dedans parce que certes, ils ont un business très rentable. Les voitures, ça commence à être rentable, ils commencent à avoir des bonnes marges, mais ils ne s'assiedent pas sur leur laurier et ils commencent déjà à essayer de trouver de nouvelles technologies et j'adore cette mentalité. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais conclure, c'est qu'ils ont une vision et une mentalité dans l'entreprise que j'adore. C'est-à-dire que, certes, ils gagnent déjà beaucoup d'argent avec les voitures, les marges commencent à être positives, ce qui est impressionnant pour un si jeune constructeur et en plus sur des véhicules électriques. Mais malgré ça, eh ben, ils continuent à essayer d'innover. On le voit avec l'autopilote et maintenant on le voit avec la robotique. Et j'adore cette mentalité dans les entreprises qui essaient tout le temps de faire des nouvelles choses, qui essaient d'avoir du renouveau. J'ai l'impression de voir le Apple, quand il y avait encore Steve Jobs, etc. Non pas qu'Apple n'innove pas toujours, ils le font toujours. Les AirPods, ça a été clairement une innovation. Maintenant on en voit de partout, les petits écouteurs à batterie. Donc Apple continue à innover, pareil avec les Apple Watch, les iPads, etc. Mais voilà, je retrouve cet esprit d'une entreprise innovante qui veut vraiment changer les choses et ça me réconforte dans mon idée d'investir dans l'entreprise. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Clairement, ça aide la chaîne et à ce qu'on soit toujours plus nombreux dans la communauté. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des avis sur la présentation qui a eu lieu, par exemple. Aussi, vous avez en description des liens utiles, dont une introduction à la bourse d'un peu plus d'une heure. En fait, c'est deux vidéos que j'ai fait et qui vraiment permettent soit d'apprendre, soit de se remémorer toutes les bases de l'investissement en bourse. Je la trouve assez pertinente et n'hésitez pas du coup à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.